Alors, bien le bonjour à tous, bienvenue sur Passe la Seconde. Premier épisode de la série Voyons voir. Alors voyons voir qu'est-ce que c'est. On va décrypter les détails de la voiture, les détails de design de la voiture, ses lignes, ses courbes et tout. Et des détails que parfois vous n'avez même pas remarqué du coup. Et moi je vais essayer de rentrer vraiment dans ces choses-là. Alors, elle était destinée à remplacer la 807 et la 407. C'est une voiture qui a déjà une conception de 13 ans. C'est la plus grosse des Peugeot, la plus grosse routière des Peugeot. C'est pour ça qu'elle remplace d'ailleurs ces deux modèles précédents. Et pour moi, ils ont fait leur meilleur coup de crayon jusqu'à maintenant. Cette voiture, que je vais vous présenter dans quelques secondes, je la préfère même à d'autres Peugeot très récentes, les dernières parfois. Je veux parler bien sûr de la 508. Donc celle-là c'est une phase 2, donc les phases 2 sont apparues à partir de 2014. La mienne ici présente est une 2015. Alors les phases 1 sont apparues en 2010, donc il y a eu quelques changements stylistiques, notamment à l'avant, ou sinon rien de spécial pour les autres faces. Alors c'est purement personnel ce que je vais dire, mais la 508 de cette génération-là, c'est on va dire la plus germanique des Peugeot. C'est déjà au niveau du design. Assez simple, pas torturé en fait, et c'est ça qui me plaît particulièrement. Donc 508, les détails, tous les détails, c'est parti. Alors, premièrement, on va parler de ces lignes. Alors, quand je parle d'un design germanique, j'entends parler un design simple, élégant, mais efficace. Alors, tout d'abord, on va parler du profil. Parce qu'en fait, le côté le plus intéressant de cette 508, c'est le profil. Alors, attention à ne pas confondre avec la 508 en version berline. La berline, c'est vraiment une voiture au look vieillot, parce qu'en fait, c'est une coupe de carrosserie qui date des années-lumière. Donc là, le dessin de la version break, c'est super bien fait et je vais vous détailler tout. Alors, tout ça fait très Mercedes. Rien que le profil fait très Mercedes. Pourquoi? Alors déjà, regardez, cette ligne principale, attention, qui démarre d'ici, du bloc-feu, qui reste en continu, qui ne se casse pas. Il n'y a pas de cassure de style. Elle est là, elle existe encore. Et elle rejoint gentiment le bloc-feu arrière. Ça, rien que ça fait très germanique. Alors, les Allemands aiment bien quand les lignes sont un peu plus pincées. Ici, c'est beaucoup plus subtil. Alors, il y a beaucoup de reflets, hein, désolé, mais on peut le voir et ça le fait quand même un peu. Donc ça déjà, c'est un signe d'élégance, comme quoi la voiture, elle est racée, elle est là pour enchaîner les kilomètres, pour aller vite. Ça donne cette impression-là. En fait, c'est pas torturé, c'est pas un design torturé comme les Peugeot actuels. Et ce qui fait aussi très germanique, c'est déjà, rien que la porte, on a juste deux lignes. Alors la ligne principale que je vous ai dit, et juste en dessous, une ici. Voilà, on la voit légèrement, mais ça permet de souligner le profil de la voiture ou surligner le bas de caisse, ce qui assoit encore plus la voiture et qui la rallonge visuellement. Parce que là, on peut voir, hein, regardez, elle s'efface gentiment vers l'arche de roue
Regardez, pareil de l'autre côté, voilà. Elle s'efface ici et elle réapparaît juste après l'arche de roue pour s'effondre gentiment vers l'arrière de la voiture. Et rien que cette ligne qui ne va ni en descendant, ni en montant, ni en se cassant, elle est quasiment continue comme celle d'en haut, et ben ça rajoute beaucoup plus de longueur visuellement à la voiture. Alors déjà qu'elle est très longue, hein, elle fait quand même 4,83 m de longueur, cette 508, mais ça, oui, ça rajoute quelque chose, un effet de solidité, de robustesse, de prestance surtout. Et le plus important sur le profil de la 508, ce qui lui donne vraiment cette élégance-là, je veux parler du contour de vitre. Alors, le contour de vitre, je vois 3 marques allemandes, rien que ça, rien que sur le contour de vitre. Déjà, la partie inférieure. Alors, le contour de vitre est chromé. Sur du noir, ça rend vachement bien. Alors là, il y a beaucoup de reflets et tout. On voit moyennement, mais quand il fait à peu près sombre, on voit vachement bien le dessin des contours de vitre avec cet effet chromé. Alors, le contour de vitre inférieur, celui-là, qui ne se casse pas, qui en continue également. En fait, qui est en parallèle avec la ligne principale de la carrosserie. Et ben, cette barre chromée, elle est légèrement courbée. On peut voir légèrement comme ça. Voilà, avec les reflets, c'est pas évident, je suis désolé. Mais, regardez. Je vais faire grosso merdo avec ma main, hein, mais elle fait comme ça. Voilà, elle fait une légère courbe. Alors, ça c'est très typiquement Mercedes. Alors Mercedes, les breaks Mercedes, c'est beaucoup plus prononcé. Mais chez 508, ça marche aussi. C'est très léger, mais ça marche. Après, deuxièmement, ça fait Mercedes et Audi en même temps. C'est le contour chromé supérieur. Celui-ci. Qui a aussi aucune cassure de ligne. Tout est fluide. Et ça descend, ça descend légèrement. On peut voir que le dynamisme de la voiture ne fait pas camionnette. Hein, du coup, elle fait très, on va dire, racée, entre guillemets. Ce contour de vitre, hop, qui descend gentiment vers le haillon du coffre, qui s'étire vachement, hein, ça s'étire vachement. Hein. La troisième vitre, elle s'allonge vachement loin vers le haillon. Ça fait très Audi. Cette arche-là, vraiment très fluide, très Audi et Mercedes en même temps. Et la troisième marque, je veux parler bien sûr de BMW. Alors ça, c'est très très discret. Je pense que peu d'entre vous n'aient repéré ça. C'est cette virgule ici, en bout de vitre. Ça, c'est un design très typique de BMW. Alors, pas toutes les BMW l'ont, mais la plupart, même beaucoup, ont ce petit clin d'œil de design. Le petit détail qui rajoute un poil plus de dynamisme, alors ça aussi, il faut vraiment le repérer, ou il faut vraiment le penser même, c'est le montant B. Alors le montant B, c'est ça. Et bien on peut voir qu'il est particulièrement très incliné. Alors la plupart des voitures, le montant B, il est visuellement très droit. Celui-là, il a un angle assez particulier et ça rajoute du dynamisme au profil de la voiture. Avec sans oublier un pare-brise particulièrement incliné. Puis ça aussi, c'est un petit détail que j'aime bien, ça paraît con, mais c'est ça. Cette barre de toit qui est chromé, mais je pense que c'est du vrai chrome parce que, enfin, je suppose que c'est du vrai chrome parce que ça a l'air vachement solide, ça sonne pas creux du tout, on dirait pas que c'est du plastique, mais ça fait très quali et ça surligne un peu la voiture, ça rappelle le contour chromé des vitres, ça rajoute de la prestance, du luxe, on va dire, de la caisse, et sur du noir, ça va vachement bien, ça ressort vachement bien. Passons à l'arrière. Alors à l'arrière, c'est beaucoup plus subtil, il y a moins de choses à dire, mais quand même. Alors, on a toujours un rappel du profil. On a deux lignes qui font toute la beauté de la carrosserie de cette 508. Et on retrouve pareil aussi à l'arrière. Nous avons une légère ligne qui surligne le logo, le lion, en fait. Voilà, c'est très léger. Regardez ça. Ça commence à naître ici. Hop. Et voilà, ça fait comme une signature. Ça surligne le lion. Et ça s'arrête ici. Donc ce qui permet de combler un peu cette zone morte, parce que mis à part cette ligne, tout est lisse. Et le fait que
sur le pare-choc arrière. Alors normalement, sur beaucoup de voitures, le pare-choc arrière est habillé avec des matériaux en plastique brut généralement, modelé en nid d'abeille ou autre forme géométrique. Ici non, on a purement de la carrosserie, et pour combler encore cette partie normalement morte, eh ben, nous avons une ligne qui souligne du coup le bas de caisse, qui en même temps élargit un peu visuellement la voiture, et le fait qu'ils mettent une ligne juste en bas, eh ben, ça permet d'habiller un peu tout ça, et ça c'est plutôt intéressant. Alors pour l'avant, eh ben, la forme globale de la voiture, on va dire que ça casse un peu les codes Peugeot des années 2000, car là nous avons un long capot et un capot plutôt assez plat, donc à l'allemande on va dire, et ça c'est plutôt intéressant. Et pour combler ce grand capot, nous avons, alors on va pas faire les choses dans l'extrême, mais Peugeot a eu la bonne idée de mettre deux légères lignes. Alors c'est pas une ligne qui monte et qui descend juste après, c'est comme une bosse, non, c'est une ligne, un méplat, et hop, ça redescend. Et ça c'est plutôt pas mal. On dirait qu'on a là-dessous un moteur assez gonflé, alors ce qui est faux, hein, mais visuellement ça rajoute un côté racé à la voiture, ça rajoute du dynamisme également, et ça c'est plutôt pas mal. Alors là il y a un détail que j'aime particulièrement, c'est en fait le capot. Visuellement il est plat, hein, globalement, mais il y a une remontée assez soudaine par rapport à la ligne principale que j'ai citée tout à l'heure. Ça fait comme une énorme épaule qui monte vachement haut, et ça c'est la ligne qui délimite le bout du capot. Et cette ligne là elle est particulièrement très anguleuse, avec un angle assez important, et cette ligne elle débute ici, vous voyez, elle se fond jusqu'à la calandre. Elle apparaît juste ici très doucement. L'angle devient un peu plus brut. La descente plus brute également, ce qui rajoute beaucoup de galbe, et vient s'effondrer dans le montant A. Et ça, c'est un élément de design qui plaît assez bien. Ça rajoute également un peu de dynamisme pour le capot. Puis en même temps, sur ce côté-là, on peut voir qu'il y a des reflets plutôt intéressants à observer. Et ça, c'est la dernière ligne que je vous explique. C'est celui-là qui fait un peu comme une joue en fait. Ça démarre de là, ça souligne le phare et ça retombe au même angle que la calandre en fait. Parce que normalement ça c'est toujours noir. La voiture peut être blanche, ça sera noir. Et tant mieux que la voiture soit noire, parce qu'en fait on confond le plastique de la calandre. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ne la prenez pas en blanche, ou sinon vous aurez une espèce de gros nez tout noir, ça fait un peu moche. Donc voilà, cette légère ligne, alors c'est ultra léger, c'est vraiment pas pincé comme les allemandes, c'est vraiment très léger. Et ça se voit finalement assez peu, hein, surtout quand c'est noir. Mais ça permet de lui donner plus de rage, plus de caractère à l'ensemble du véhicule. Sachant que là, c'est une zone assez morte. On peut voir une légère deuxième ligne ici, qui par contre surligne le pare-choc avant, qui a un design plutôt assez simple, plutôt à l'allemande exactement. Et le fait qu'ils aient rajouté deux barres de LED, parce qu'il y a deux barres de LED, une pour le feu de jour et l'autre pour le clignotant, et le fait qu'il soit dirigé comme ça, tac, ça rajoute plus de largeur visuellement à l'avant de la voiture, et avec les anti-brouillards en LED s'il vous plaît. Alors après, l'autre point noté, c'est les volumes et les galbes de la 508. Alors moi, ce qui me plaît beaucoup en rentrant tous les jours dans ma voiture, c'est que, regardez, ici nous avons beaucoup de galbes. La porte paraît massive, lourde et très sécurisante visuellement. Déjà, nous avons le début de vitre. Ok, nous avons la partie chromée qui fait le contour de vitre. Et là, nous avons un
épaulement. On peut voir mieux avec la cassure pour la porte. Un épaulement. La ligne principale. Et là, nous avons du galbe. Alors, je vais essayer de me mettre de l'autre côté. Peut-être que ce sera plus facile pour vous rapprocher. Et là, nous avons un galbe. Et ça sera encore plus flagrant si j'ouvre la porte. Ça veut dire que... Bah, regardez, voilà. Là, on voit tout. Le galbe de la porte, nous avons tout ça comme matière. Nous avons un bon 5-6 cm de matière avec cet épaulement assez marqué. Et visuellement, ça fait très large parce que si on prend le début de la vitre plus le bout de la portière, au bout du galbe de la portière, eh ben, nous avons une distance assez importante. Donc ça, visuellement, ça fait très premium. Et après ce galbe, nous avons, comme je vous l'ai dit, la deuxième ligne qui souligne la caisse. Et à partir de cette deuxième ligne, on est en dévers plutôt. Donc là, on peut voir que la carrosserie s'enfonce dans la voiture. Que de l'autre côté, c'est l'inverse. Donc ce qui rajoute globalement, si on compare, si on regarde visuellement toute la porte, eh ben que c'est galbé comme une coque de bateau. Et en parlant de coque de bateau, et ça c'est très subtil, je pense que la plupart, je pense qu'on s'en rend compte pas, parce que visuellement c'est très léger, mais si on se concentre bien sur la voiture, eh ben on dit, bah oui, c'est vrai qu'il y a des ressemblances de... Alors je vous explique. Si vous voyez par hasard une 508, voilà, eh ben, on peut se dire, mais la 508, normalement, c'est la grande voiture de Peugeot. Car à l'arrière, bah, visuellement, on dirait qu'elle n'est pas plus large qu'une 208. Étrange. En fait, non. Parce que, ok, c'est vrai que à l'arrière, visuellement, elle ne paraît pas très large. Mais c'est qu'une apparence. Car si on observe bien de cet angle-là, voilà, là on voit bien. Eh bien regardez, là je vais faire grosso merdo avec ma main. Elle est courbée, comme ça, comme une coque de bateau. Ça veut dire que le point le plus large en réalité, il est ici, en dessous du montant B. En gros au milieu de la voiture. Après, au niveau de la calandre, on est sur une calandre beaucoup plus fine, beaucoup plus large. Ça élargit également visuellement la voiture. Et le fait qu'il a raccourci et puis qu'il mette ces petites lames en chrome qui s'effacent pour laisser passer le logo du lion, ça rajoute du volume de matière dans l'ensemble. On peut voir que là, c'est creusé. Voilà, le logo est enfoncé, on va dire, visuellement dans la calandre. On peut voir que les lamelles dépassent la hauteur du logo. Et ça, c'est un petit détail, mais ça le fait bien en fait. Alors, parlons des jantes 2 secondes. Alors ici, nous sommes sur une finition allure. Donc la finition allure, c'est le niveau moyenne gamme de la 508. C'est entre, c'est entre l'entrée et le haut de gamme de la 508. Le haut de gamme, c'est la GT. Donc en finition allure, nous avons ces jantes-là en alliage de 17 pouces avec un dessin qui va plutôt bien. Déjà, la grosseur des jantes lui va plutôt bien parce que visuellement, enfin voilà, c'est une sacrée voiture, c'est une grande voiture. Et 17 pouces, franchement, visuellement, ça va bien. Nous avons un dessin plutôt sympathique à regarder. Nous avons déjà des angles ici, là, sur les bâtons qui sont pas droits. Donc visuellement c'est plutôt intéressant à regarder. Et le côté dynamique de ces jantes là, c'est ces lignes là qui font visuellement une dent sur chaque barre. Ça fait un effet de dent de lion, voilà, justement. Et agressivement, ça le fait plutôt pas mal. Alors j'ai oublié de vous parler de la proportion. Proportionnellement, la voiture est plutôt bien faite. Nous avons un empattement. Donc l'empattement, ça se situe entre le moyeu de la roue avant jusqu'au moyeu de la roue arrière. Et l'empattement est plutôt bien géré avec un porte-à-faux. Alors le porte-à-faux, c'est justement donc du coup entre le centre de la roue et
vraiment le bout du pare-choc. Donc nous avons un porte-faux plutôt grand, ok, mais c'est pas choquant. Alors ok, c'est pas une citadine, donc on a vraiment quelques centimètres supplémentaires par rapport à la roue, mais par rapport à l'arrière, nous sommes environ sur du 50-50. Et au niveau du volume, c'est plutôt pas mal parce que tout est arrondi en fait. Par exemple à l'arrière, ça monte. Alors pour l'angle de fuite, c'est plutôt pas mal, ça monte, mais tout ça, c'est du volume, c'est du galbe. On voit par au-dessus. Visuellement, la voiture a beaucoup de volume. Entre le bout de la face latérale et le bout de l'arrière du pare-choc, nous avons, si je fais grossièrement avec ma main, nous avons un angle plutôt intéressant au niveau de l'arrondi. Alors pareil pour l'avant. Sauf que là, cet angle-là est légèrement cassé, comme on peut le voir ici. Et là, donc ça fait un peu plus anguleux à l'avant, mais visuellement, ça le fait plutôt bien. C'est un beau mélange. Ah aussi, le petit détail que j'aime bien en parlant de volume aussi, c'est le béquet. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Oui, le béquet arrière. On a une liaison très intéressante entre le béquet avec la malle et la partie latérale de la voiture. C'est que nous n'avons pas de cassure en fait de style. Regardez, la ligne ici qui est juste à côté des barres de toit, et elle se poursuit en courbe, comme ce que je vous ai dit pour le pare-choc arrière, pour le bas de caisse. Elle continue en courbe, il n'y a pas de cassure de style, et finit tout en douceur vers le bout du béquet. Et ça, visuellement, alors c'est pas un béquet sportif, hein, c'est pas une grande casquette, on va dire. Mais rien que ça, ce travail, ça participe au design global de la 508 qui fait très galet en fait, très style Mercedes au niveau du design, même au niveau de cette partie-là. C'est vraiment pas un style utilitaire parce que normalement un break c'est destiné pour transporter des choses, limite une utilisation utilitaire, un peu comme ce que ferait la Passat. C'est très carré la Passat. Là ici c'est très racé, ça donne un dynamisme assez intéressant. Donc voilà, j'ai on va dire à peu près tout détaillé, si je me trompe pas, si j'ai pas oublié quelques trucs, au niveau de l'extérieur de la voiture. Donc un dessin très germanique, étonnant pour une Peugeot, qui surtout maintenant, font des designs assez torturés, assez expressifs. Donc on va passer à l'intérieur, faire le tour du propriétaire. L'intérieur, c'est pas vraiment pareil que l'extérieur. L'intérieur est un peu plus vieilli visuellement. Allez, c'est parti, je vous emmène. Alors, avant d'y entrer, déjà, j'aime bien ce petit détail, c'est cette poignée. Cette poignée, ça fait également très Mercedes. Regardez, déjà, de 1, le creux pour laisser passer la main est très profilé. Et nous avons la partie supérieure en chrome. Et ça rajoute une certaine classe. Genre, je monte dans une vraie bagnole qui fait pas tâche, quoi. Le seul truc qui fait tâche, c'est la serrure qui est visible. Mais bon, voilà. Donc, poignée avec les mains libres. Ça, c'est beau. Et c'est parti. On ouvre et bienvenue à bord. Alors, je vous cache pas que l'intérieur a pris un petit coup dans la gueule par rapport à l'extérieur. Mais bon, faut pas oublier
qu'elle a une conception de 2010, donc il y a bientôt 13 ans. Donc pour 13 ans d'âge, le dessin du tableau de bord n'est pas si daté que ça, on va dire, entre guillemets. C'est plutôt très simple, c'est un design sobre, sans folie, ça fait classe, voilà, tout simplement. Alors, on va commencer par la contre-porte. Alors, la contre-porte a un design plutôt sympathique, hein. On a par exemple des traits, ici, là. On a un trait avec un gros creux. On a la séparation du plastique moussé et du tissu qui descend gentiment vers l'arrière, en grossissant son épaisseur. C'est plutôt pas mal. Et vu que on a une surface vitrée très réduite, eh ben on a une contre-porte assez imposante. Mais ça rajoute au style global de la voiture. Donc au niveau des matériaux, alors comme je vous l'ai dit, on a du plastique moussé. Et ça j'aime bien. Donc généreusement moussé en plus, c'est pas de la petite mousse. Et là, alors selon les finitions, hein, moi je suis sur une finition, on va dire moyenne gamme, donc j'ai du tissu. Donc pas forcément joli visuellement, mais ça a le mérite d'être assez confortable au toucher. Nous avons également la même matière sur les accoudoirs. Alors attention, les accoudoirs risquent de s'abîmer à la longue. Alors sur celle-là, voilà, on voit légèrement que ça déteint petit à petit. On perd un peu la texture du tissu, mais ça va pour 7 ans d'âge, parce que celle-là elle a 7-8 ans, c'est pas catastrophique. Après le tissu, nous avons le bon vieux plastique brut qui habille le bas de la contre-porte et qui laisse passer un vide-poche assez profond. On peut voir que là je peux mettre ma main très très loin, donc ça c'est plutôt pas mal. Petit détail, donc là c'est assez décevant pour le coup, c'est, je parlais bien sûr, le design des commandes de lève-vitre et des rétroviseurs. Donc ça, on est vraiment sur des boutons des Peugeot des années 2000, à partir de la 307. J'avais une 307 et c'est le même design, ils n'ont pas changé. Donc ça fait un peu vieillot et c'est dommage au vu du standing de la voiture. Alors après, parlons sièges. Donc les sièges, je les trouve plutôt jolis au dessin. Donc ils ont une forme plutôt sympathique avec avec les côtés latéraux plutôt bien prononcés, avec voilà, bon, surpiqûre obligatoire. Alors là, je ne sais pas si du vrai cuir ou du cuir du faux cuir tout simplement, mais en tout cas c'est assez joli. Et ces sièges là, ils sont pour moi les plus confortables de la gamme Peugeot, parce que je sais que les Peugeot, les GT ou les haut de gamme ont des sièges 100% cuir, et moi j'aime pas, je suis pas fan. Donc là j'aime mieux quand c'est voilà mi-cuir, mi-tissu, comme ça on se brûle pas le cul en été et on se gèle pas le cul en hiver. Appuie-tête qui a un design fort sympathique, qui est très très large et très moussé, et regardez, on peut l'incliner comme ça, voilà. Le design est plutôt sympa. Donc j'ai pas la 100% option, mais j'ai quand même le réglage des lombaires, donc ça c'est plutôt sympathique, j'ai jamais utilisé, c'est cool. Alors, quand on rentre dans la voiture, il y a vraiment une chose qui fait tâche et que j'aime pas particulièrement, en fait c'est ce volant. Donc ce volant, c'est, on va dire, l'unique volant, enfin il y a un côté bien et un côté pas bien. C'est l'unique volant que Peugeot ait fait où tout est rassemblé au niveau des commandes. Regardez, on a juste le commodo pour les phares et les clignotants, c'est tout. Sinon, tout le reste est rassemblé devant la tête. Et ça, c'est vachement pratique. Donc, c'est juste le truc intéressant de ce volant, parce que sinon, designement, il est grossier, il est moche, la finition n'est pas top. Là, ici au centre, on a du plastique brut, comme en bas des contreportes. C'est pas très agréable au toucher. Et on touche parfois beaucoup le volant. Par exemple, quand on tient le volant comme ça, c'est pas noble, c'est pas noble. Après voilà, nous avons une petite finition en chrome là, mais bon, le volant est moche globalement. Et même les finitions, les surpiqûres, ils sont grossiers, ils vieillissent mal dans le temps. Et même le cuir, regardez, le cuir, il se déteint, il y a des morceaux qui partent. Enfin bref, c'est un volant pas très bien conçu en fait. Pour le tableau de bord, nous avons un tableau de bord en plastique moussé. Alors le plastique, il est assez beau, regardez, il y a un grain assez fin dessus et il est plutôt pas mal moussé. Donc bon, on touche pas le tableau de bord à chaque fois qu'on rentre dans la voiture, mais visuellement et
entre guillemets au toucher aussi, on peut toucher quelques fois, et ben c'est plutôt agréable. Jusque là c'est moussé, et même jusqu'en bas de la console centrale. Donc ça c'est plutôt pas mal, et il y a un avantage que ça soit moussé ici, je vous expliquerai après. C'est très sobre globalement, mais voilà, ils ont rajouté une petite baguette en plastique, donc c'est de l'effet carbone on va dire. Et voilà, il y a une petite baguette en plastique qui permet de différencier ces matières-là qui sont les mêmes en fait. Hein. Donc ça permet de faire une séparation sur le design global du tableau de bord. Ça rend plutôt pas mal, ça fait assez premium je trouve. Et là le petit côté classe, eh ben, c'est tout ce qui est plastique laqué ou piano black, hein, appelez ça comme vous voulez. Voilà, alors attention, c'est assez fragile. C'est peu résistant aux rayures et voilà, on voit la poussière directement. Donc j'ai nettoyé la voiture, donc là c'est assez clean, mais ouais, il y a beaucoup d'entretien à faire sur ces plastiques là. Et ce que j'aime bien, c'est que on apporte quand même quelques soins aux finitions, rien qu'au bouton déjà. Regardez, on a des contours chromés au niveau des boutons. Voilà, il y a plein de petits bouts de chrome qui font que c'est assez plaisant à regarder. Ça donne un côté brillant dans cet univers noir. Et pareil pour le tour des compteurs, voilà, l'aération. Voilà, il y a plein de petits bouts de chrome, c'est plutôt pas mal. Le levier de vitesse, il est pas très joli à regarder, il fait un peu vieillot. Là encore, on est sur un design qui date de chez Peugeot, année 2000, début 2000. Après, ce qui est plutôt pas mal par rapport aux pommeaux de levier de vitesse récentes des Peugeot, où tout est en cuir, là nous avons un capuchon en aluminium, donc hyper résistant dans le temps, il y aura pas, les chiffres ne seront pas effacés au bout d'un moment. Non, ça c'est. Et puis en plus c'est plutôt joli à regarder, ça fait assez premium aussi. Regardez, et puis j'aime bien parler des détails parce que même les Komodo, ils ont leurs petits contours chromés. Et ça, c'est plutôt... alors on le voit pas forcément à première vue, mais regardez. Ici, là, la petite indication, chrome. Voilà, contour chromé. C'est plutôt pas mal. C'est con, mais ça rajoute certaine classe, même aux petits détails de la voiture. Après, ce que j'aime très très bien surtout, c'est cette console centrale. Donc, on a une console centrale assez haut placée, assez large. Ça fait assez voiture haut de gamme. Et le fait que ça soit entouré de piano black, ça fait assez classe avec ce petit contour chromé qui fait le tour du levier de vitesse et du rangement. Ça donne un côté dynamique à cette voiture, donc ça c'est plutôt pas mal. Après, oui, le fait qu'ils ont placé des boutons assistance Peugeot et SOS ici, c'est un peu mal vu, enfin un peu mal placé je dirais, parce que voilà, tu veux poser ta main quelque part sans faire exprès, voilà, tu veux récupérer quelque chose dans le rangement, tu tapes sur le bouton, ça appelle assistance Peugeot, t'es paniqué, tu veux effacer, c'est un peu chiant. Bon, ils auraient dû placer sur le plafonnier plutôt. Voilà, alors après nous avons des range-pièces et ouais, et là, c'est pas un rangement, c'est plutôt un cendrier et tadam, ce qui se cache sous le cendrier, c'est pour connecter la voiture, c'est pour la brancher. C'est la petite cachette de la 508. Et on a plein de cachettes. Et puis sur le côté de la console centrale, nous avons le rappel des baguettes effet carbone qu'on peut voir sur le tableau de bord. C'est plutôt pas mal, ça rajoute, au lieu que ça soit un plastique brut comme en dessous, ils ont mis ça, c'est une décoration, c'est vraiment pas mal. Alors ça paraît très très con, mais je tiens à mentionner le plafonnier. Alors c'est pas un élément de design où les designers se lâchent dessus. C'est plutôt simple en général, mais ici c'est assez soigné, je suis assez surpris. Regardez, alors là pareil, même traitement, du noir laqué, tout là, avec un dessin assez joli là, avec ces petites aérations comme ça ici. Le petit contour chromé. Très très classe. Voilà, donc ça c'est pour le toit vitré qui est immense sur cette 508, ça c'est plutôt pas mal. Donc ouais, et l'éclairage 100% LED, ça c'est assez sympa depuis 2010, parce que généralement les voitures de cette époque-là, ils ont des éclairages halogènes. Ici tout est en LED, donc ça rajoute de la modernité à l'ensemble.
Alors après, tout ce qui est bouton pour le multimédia et la clim, bah, c'est assez soigné, assez propre, c'est bien rangé, on sait où on met nos doigts, voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, parlons compteur, donc on a un compteur à aiguille, donc assez simple, puis c'est très visible, et l'éclairage est en blanc aussi, donc très moderne. Alors là, le petit détail qui fait plaisir, ça c'est assez sympa. C'est alors nous avons le contour, voilà, nous avons les vitesses, et là, il nous manque des éléments. Mais en fait, c'est caché derrière cette vitre très teintée. Et si regardez, si j'appuie sur le start, hop, voilà, tout s'éclaire. Et nous avons la température d'eau, d'huile et l'essence. Donc voilà, j'ai tout allumé, donc ne faites pas de gaffe au voyant service, hein, c'est juste une ampoule qui a claqué. J'en profite pendant que la voiture est allumée. Alors déjà, nous avons l'écran qui est tactile. Il a une taille assez bonne pour l'époque. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il est, il est placé assez haut au niveau du tableau de bord. On est vraiment au niveau des compteurs. Donc en fait, on quitte pas beaucoup, entre guillemets, la route des yeux pour bidouiller l'écran. Et ce qui est pas mal, alors ça c'était mon critère, hein, c'est incroyable, c'est ça. C'est l'affichage tête haute. Alors c'était en option, hein, mais là j'ai de série sur cette finition allure. Et ça c'est vraiment incroyable, je l'utilise tout le temps. En fait, je ne regarde plus le compteur habituellement, je regarde la vitre, voilà. Et ça, c'est niveau sécurité, on est vraiment pas mal parce qu'en fait on quitte pas du tout la route des yeux, hein. On a la route en face de nous et là on descend de 3 cm, hop, on a la vitesse et toutes les informations dessus. Alors c'est un petit détail fort sympathique, alors c'est très léger, il faut vraiment être teubé pour observer ça, mais quand j'éteins la voiture, on a une légère animation des 3 aiguilles là. En fait ça s'estompe, ça s'éteint tout doucement. C'est vraiment bête, hein, regardez. Voilà. C'est très rapide, je vous l'ai dit, c'est très rapide. Mais bon, ça fait son petit effet. Alors, la particularité d'une 508, c'est que souvent les gens cherchent le bouton de démarrage. On ne sait pas où il est. Là, ni là, ni là, ni là. En fait, cette 508, elle a un petit côté Porsche. Parce que ça se trouve à gauche. Et également le frein à main électrique. Bon alors passons à l'arrière. Donc au niveau des contreportes arrière, on est à peu près sur le même dessin. On a quand même du plastique, alors un peu moins moussé, mais quand même moussé à l'arrière. Donc très plaisant pour mettre nos doigts. Nous avons également le tissu, voilà. Et la poignée en noir laqué. Ainsi qu'un profond vide-poche aussi à l'arrière, donc à peu près le même traitement. C'est vraiment pas mal, on est assez chouchouté sur cette porte. Alors la banquette arrière, assez sympa à regarder, alors même traitement qu'à l'avant. Nous avons du tissu, du cuir ou du faux cuir, voilà, surpiqué et tout. Les appuis-têtes sont assez cool à regarder, ils sont assez fins, assez jolis. Et comme à l'avant, très moussé, très confortable au quotidien. Donc une fois, l'été dernier, j'ai fait 3000 km avec tout le monde à bord et on s'est jamais plaint du confort de cette 508. Alors ou sinon, un peu dommage. Alors les sièges très beaux, mais le derrière des sièges, c'est un peu moins glorieux. Ils ont mis une plaque en plastique brut, donc très facilement rayable. Voilà, ça laisse des traces, comme celui-ci par exemple. Pas cool quoi. Ou sinon, ce qui est cool, c'est que nous avons la climatisation et une petite prise 12 volts avec un petit rangement pour placer un briquet, parce qu'on ne peut pas ranger plus à mon avis. Mais vraiment, le point fort, c'est l'espace intérieur. Regardez-moi ça. Alors là, le siège est réglé à ma taille, hein. Je peux mettre une personne en plus à mes pieds, c'est incroyable. À l'arrière, également, énormément de place. Alors je ne sais pas si c'est la meilleure de sa catégorie, mais en tout cas, c'est assez royal. D'autant plus que la place du milieu est relativement large. Donc en fait à 3 personnes, on n'est pas si serré que ça, à part si c'est des Américains. Alors pour le coffre, nous avons 560 litres de capacité, assez grand,
assez logeable, profond, large. Et quand on rabat les sièges, par ces petits boutons, très facile, on atteint 1700 litres. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Petite mention spéciale avec cette bordure en aluminium, ou faux aluminium, à mon avis c'est du plastique, vu comme ça sonne. Donc c'est joli au début, mais à la fin c'est moche, ça laisse des traces. Enfin bref, mais au moins c'est là. Alors, deux choses moins pratiques au niveau du coffre, c'est déjà, bon, la voiture elle est assez basse, assez racée, donc on a une ouverture malgré qu'elle soit large, mais pas en hauteur. On a une hauteur vraiment limitée, donc pour transporter des trucs encombrants, c'est un peu relou. Et vu que je vous ai dit tout à l'heure que la voiture a beaucoup de volume, nous avons une énorme distance entre le parterre, le sol, et le plancher du coffre. On a presque 30 cm, parce que tout ça c'est de la carrosserie. Donc pour transporter la valise, on risque de cogner déjà ici, et là en même temps. Regardez par exemple ici, c'est un peu dommage. Alors je tiens à le dire, le petit truc con, alors tous les éclairages d'ambiance c'est en LED, mais au niveau du coffre, on est sur de l'halogène. Alors pourquoi? Allez savoir. Ce qui est dommage un peu, par contre, c'est au niveau de la poignée. On est sur une poignée avec la même finition que le tableau de bord et la console centrale, donc en noir laqué. Alors c'est classe, le noir laqué, il n'y a pas de souci, mais bon, c'est quand même un élément qu'on touche souvent et c'est pas très agréable. C'est plastique, ça fait des bruits de craquement. On aurait mieux aimé un petit cuir surpiqué, mais bon, voilà, on va pas chercher les allemandes à ce point là. Bon, du coup, l'intérieur, je vous ai à peu près tout détaillé, donc on va passer à la conduite, allez, let's go. Allez, clap, c'est parti. La partie conduite de cette 508. Alors, pour faire court, nous sommes sur une 508 en finition allure avec le 2 litres Blue HDI. Le Blue HDI, c'est important de le prononcer. De 150 chevaux. Ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je roule avec cette voiture, parce que cette 508 est la mienne. J'ai fait 36 000 km, donc je peux vous dire mes ressentis sincères au volant de cette voiture. Nous sommes donc sur un diesel. Alors le Blue HDI, alors le fameux HDI vous le connaissez tous, mais le Blue peut-être pas. Alors l'AD Blue, c'est une substance qui permet de moins polluer, moins rejeter de CO2 et compagnie, et ça fait souvent défaut sur les Peugeot de ces années-là, et même sur les Peugeot modernes en fait, uniquement les diesels. Mais mis à part ça, nous sommes sur une voiture, nous sommes sur une grande routière. Moi je voulais une grande routière, je voulais vraiment enchaîner les kilomètres sans souci, au point où je peux me dire putain, je viens de faire 500 km, je sors de la voiture et je soupire pas. Ça c'est le secret d'une bonne routière. Et cette 508, elle respecte quasiment à la lettre ces ambitions là. Déjà, premier point à noter, la position de conduite. Alors nous sommes sur une position de conduite très bien étudiée. Déjà au niveau des sièges, nous sommes sur des sièges mi-cuir, enfin on va dire du simili-cuir sur les côtés, et du tissu pour l'assise et le dossier. Ils me tiennent particulièrement bien parce que en fait les côtés latérales du siège sont assez bien prononcés, c'est-à-dire que en prenant des virages assez brutalement, on est vraiment bien maintenu dans les sièges. Alors j'ai une corpulence pas d'infacochère, donc je me balade un minimum parce que le siège est fait pour accueillir toute personne large possible, mais franchement ça fait le taf. Et le moelleux des sièges, la mousse est très tendre, et pareil également pour l'appui-tête. Alors c'est rare, d'habitude les appuis-têtes sont un peu plus fermes que par rapport aux autres surfaces, mais là l'appui-tête a le même traitement. Et franchement, c'est vraiment pas désagréable. Après, bon, ce qui est dommage, surtout pour quand on s'appelle 508, enfin, je ne sais pas si c'est une option, à vous de me le dire, mais l'assise du siège, il n'y a pas de... Elle n'est pas réglable en fait. Parce qu'il y a des voitures où tu peux régler la longueur de l'assise, et quand tu es sur l'autoroute, c'est plutôt pas mal.
assez confortable, assez reposant en fait. Donc là, bon, là je suis en ville, je profite du moment pour vous parler de la consistance de la direction. Alors nous sommes sur une direction hydraulique, donc la consistance en ville est un peu lourde à mon avis. Il faut un peu forcer sur les bras pour tourner le volant aisément. Après sur autoroute et sur voie rapide à partir de 70-80 km/h, franchement la direction est très bien étudiée, assez souple, assez précise, sans trop l'être, parce que nous avons quand même un petit peu de jeu. Par exemple, attendez, je vais me mettre sur une ligne droite, vous verrez un peu le jeu qu'il y a avant que les roues réagissent. Je fais ça, il n'y a rien qui se passe. Après, c'est pas le but ultime de la 508. La 508, elle est faite pour rouler, pour être une routière, pour être confortable. Donc le dynamisme, c'est pas son point fort. Et on peut le comprendre avec la tenue de route, car la tenue de route, alors si je prends un virage un peu rapide, voilà, elle s'écrase un peu, regardez. Voilà, elle a tendance à s'écraser dans le virage, à s'écraser quand on freine à l'avant. C'est pas le plus agréable possible, mais cependant elle tient bien la route, elle décroche pas. Après, faut pas trop en demander. Au niveau du freinage d'urgence, on est comme ça. Allez, c'est parti, je freine, il n'y a personne derrière moi, freinage d'urgence. On est sur un frein qui se dose bien déjà, c'est pas désagréable à mettre le pied dessus. Après on a 1,6 tonne à freiner, donc qui est relativement beaucoup, mais pas énormément pour une voiture de ce gabarit là. Donc le freinage est plutôt bien, le dosage est plutôt bon. Après, au niveau de l'accélération déjà, nous sommes sur un 2 litres 150 chevaux, nous avons 1,6 tonne. Donc je passe à seconde et on va faire une accélération. Alors je me mets à 2000 tours parce qu'en fait le turbo démarre à 1500 tours, à partir de 1500 tours. Je me mets à 2000 pour être sûr. Et c'est parti. Alors, on n'est pas sur une accélération Bugatti, on n'a pas la tête collée au siège, mais 150 chevaux, c'est suffisant au quotidien. Alors il n'en faut pas moins, attention. Il n'en faut pas moins, c'est quand même une voiture relativement lourde. Donc 150 chevaux, c'est juste suffisant. Après, nous avons la version 180, toujours en 2 litres, et la version 200 chevaux en 2 litres 2. Toujours en diesel, en HDI. Alors, ce moteur-là, il est un peu bruyant au niveau des accélérations. Il y a qu'en vitesse stabilisée où c'est bien. Alors la voiture est assez bien insonorisée. Sur autoroute, c'est assez agréable. Mais quand on sollicite le moteur, c'est pas vraiment agréable. Voilà, vous pouvez l'entendre, hein, c'est pas très agréable. Après, c'est un moteur où quand on est sur... Alors, franchement, c'est vraiment... l'autoroute, c'est son dada, c'est son domaine. Donc tu es sur autoroute, tu es à 130 km/h, tu fais du 5 litres 4 au 100 en consommation. Après, quand tu commences à aller en ville ou alors à grimper des montagnes, c'est là où le 2 litres il boit, et il boit pas mal. Donc je suis pas allé jusque là, donc je peux pas vous dire la consommation en tapant fort dans l'école, mais je vois l'aiguille du carburant descendre à vue d'œil. C'est un peu énervant, c'est un peu relou, mais sinon sur l'autoroute c'est royal. À 130 km/h, on est à peu près à 2100-2200 tours par minute. Donc, et puis vu que c'est un moteur souple avec un turbo qui souffle dès les premiers tours, eh ben on n'a pas de mal à faire des dépassements même en 6e. Donc en parlant de boîte, alors ici on est sur une boîte manuelle, donc la fameuse boîte manuelle 6 rapports de chez Peugeot. Elle est relativement agréable à utiliser, ça accroche pas.
les rapports se passent plutôt fluidement et ça s'enclenche bien, il n'y a pas de problème. Donc après avec la pédale d'accélérateur, donc j'ai un feeling de la pédale d'accélérateur assez cool. Et juste au niveau de l'embrayage où je sais pas pourquoi, pourtant ça fait 36 000 bandes que j'utilise la voiture, mais pour passer le rapport, il faut vraiment que j'appuie sur l'accélérateur et que je lâche l'embrayage assez doucement pour pas avoir un à-coup en fait au niveau du passage de rapport. Et ça, je sais pas pourquoi, par rapport à mon ancienne bagnole qui était une 307 SW avec un 1.6 HDI, pire moteur de chez Peugeot, on est bien d'accord. Et ben j'avais pas ce petit souci, mais enfin voilà, c'est vraiment pas gênant quoi. Après voilà, donc pour revenir à la position de conduite, moi je suis confortablement installé. J'ai les compteurs qui sont vraiment visibles et surtout ce qui est pas mal, et ça j'aime bien, ça j'apprécie, c'était mon critère d'achat, c'est ce petit truc là, la petite vitre que vous voyez. Ça c'est l'affichage tête haute. Dommage que les Peugeot d'aujourd'hui n'en proposent plus, parce que ça, il n'y a rien de mieux pour observer la route et en même temps ta vitesse sans trop baisser les yeux au niveau du tableau de bord. Après, ce qui est pas mal aussi, et ça c'est plutôt un bon point, c'est que comme je vous ai dit dans la partie intérieure, nous avons du plastique moussé qui descend tout en bas du tableau de bord. C'est-à-dire que quand on fait des longs trajets, on a tendance à poser notre genou, à caler notre genou vers le coin. Et vu que c'est moussé, eh ben, c'est plutôt agréable au guibole. Donc ça c'est plutôt un bon point. L'autre bon point, c'est que, pareil comme je vous l'ai dit à l'intérieur, nous avons le seul volant Peugeot où toutes les fonctionnalités sont regroupées devant notre gueule. C'est pas derrière où habituellement c'est les commodos qui font régler la radio, les appels et tout. Non, tout est là, tout est rassemblé. Et ça, mine de rien, c'est hyper confortable. Ah oui, j'ai oublié un détail. Alors c'est vraiment un détail, mais c'est très important quand on fait des longs trajets et même pour une position de conduite de tous les jours. Alors moi j'aime bien, c'est quand une bonne position de conduite, c'est ça. C'est déjà avoir l'épaule qui décolle pas trop du siège, mais que en tendant le bras, on touche avec la paume de notre main le cerceau haut du volant. Donc ça c'est signe d'une bonne position de conduite. Et l'autre particularité, c'est que ici nous avons un accoudoir assez haut placé. Après, ce qui est dommage sur cet accoudoir, c'est qu'il n'est pas movible en hauteur et très peu en profondeur comme ici. Donc il n'est pas amovible comme je souhaiterais. Parce qu'en fait moi ce que j'aime bien, c'est que quand je pose mon coude, j'aime bien attraper le volant bien comme il faut, sans quitter le coude de l'accoudoir. Et là j'ai du mal à le choper et je peux pas plus avancer. Et vu que ma position du siège est bien étudiée, je peux rien faire entre guillemets. Donc alors après, ce qui est bien, c'est que la hauteur entre l'accoudoir central et l'accoudoir de la portière, on est au même niveau. C'est-à-dire que là, j'ai pas un coude qui descend plus que l'autre. Donc ça, c'est une bonne position de conduite pour moi. Après, ce qui est pas mal, au lieu du volant où je peux reposer ma main, il y a aussi le levier de vitesse. Vu que la console centrale est haute, donc j'ai un pommeau, déjà visuellement j'ai un pommeau de levier de vitesse qui est assez petit, donc visuellement c'est bien, on n'a pas un énorme manche, hein, voilà, pas de... D'accord. Donc du coup nous avons une petite longueur pour la boîte de vitesse et ça me permet de reposer ma main dessus et finalement ça évite de poser sa main n'importe où, par exemple sur le bouton là, Peugeot service, Peugeot assistance, SOS et compagnie, ou parfois tu peux appuyer sans faire exprès sur le bouton. Donc ça c'est assez mal étudié, ils auraient pu le mettre en haut là, ici. Non, ils l'ont mis là et bon apparemment il n'y a pas eu de plainte, c'est bon. Alors au niveau des suspensions, on est sur des suspensions assez souples. Donc on n'est pas sur des suspensions pilotées, hein. Il n'y a pas de bouton pour régler la fermeté des ressorts, des amortisseurs. Donc comme j'ai pu vous le montrer, ça s'écrase dans les virages, ça s'écrase au freinage.
Enfin voilà, ça fait un peu bateau, effet bateau. Mais on a des suspensions assez souples et particulièrement à l'avant. Je pense qu'ils ont pu raffermir un peu plus ceux de l'avant, parce que quand je passe ces dodanes parfois à 20 km/h, je sens que bah, ça bute en fait. Ça bute au bout et bah, finalement c'est un petit côté désagréable. Donc soit il faut que tu le prennes très très lentement et là tu atteins pas la butée, soit tu le prends comme une balle et en fait ça fait un effet, une vague coussin et tu sens rien. Les suspensions sont un peu moelleux à mon goût. Pas autant que la Citroën C5, donc sa cousine, avec les suspensions hydropneumatiques, où il y a eu beaucoup de problèmes. Mais ça, c'est pas le sujet, on est sur une 508. Mais oui, la gamme 508, surtout de cette époque-là, c'est dommage qu'ils n'aient pas proposé de V6. Justement, sa cousine, la C5, je crois qu'elle en propose un de V6. Et là, sur la 508, non. Peugeot n'a pas voulu faire face au gros moteur. Dommage. Même 200 chevaux, à mon avis, pour tutoyer les Allemandes, c'est vraiment pas assez. Après, on est sur un prix d'époque à 36 000, 40 000 euros environ, sur une finition allure. Sur la finition GT, à mon avis, ça doit avoisiner les 50 000 euros. Mais bon, là, du coup, en occasion, vous pouvez trouver des occasions vraiment pas chères, aux alentours de 10 000 euros. En dessous de 10 000 euros pour les phases 1. Mais les phases 1, faut faire un peu plus gaffe, car ils ont eu quelques problèmes électroniques. La phase 2, on a quelques-uns, mais un petit peu moins quand même. Ça va un peu mieux sur ces générations-là. Et voilà, le 2 litres HDI, il est réputé pour être fiable. Tu peux enquiller 300 000 km sans qu'il y ait trop de problèmes là-dessus. Donc celle-là, elle a 161 000. Mécaniquement, elle n'a pas de souci. Donc, ben voilà, j'ai tout dit sur la conduite de la 508. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous, très important. Lâchez un commentaire hein, pour me reprendre si jamais j'ai dit des âneries. Ça peut arriver. Et ben je vous dis à très bientôt, ou pas, non très bientôt je rigole, pour une nouvelle vidéo, et salut.